Regarde bien ça. Une barre d'acier chauffée au rouge qui brille comme de la lave devenue solide. Et au-dessus d'elle, une machine qui va pousser avec la force d'une ville entière. Je n'exagère pas. Quand cette chose descend, elle écrase avec 80 000 tonnes. 80 000! Cela fait 176 millions de livres qui tombent sur un seul point. Et sous cette pression, l'acier cesse de se comporter comme du métal. Il devient mou. Il coule. Il s'étire comme de la pâte à pain entre tes doigts. Voici la presse de forge la plus grande de la planète, cachée dans une ville de Chine que presque personne ne saurait montrer sur une carte. Elle mesure 42 mètres de haut, près de 140 pieds, comme un immeuble de 10 étages. Et voilà ce qui donne vraiment la chair de poule. Sans cette machine, aucun avion de ligne ne décollerait en sécurité et aucun sous-marin ne supporterait la pression du fond de la mer. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi une seule machine, dans un seul pays, soutient la moitié de l'industrie lourde du monde. Allons-y dans l'ordre, parce que la taille de ce truc est dure à croire, même quand tu l'as sous les yeux. La presse se trouve à Deyang, au centre de la Chine, et elle est exploitée par un géant public de la machinerie lourde. 42 mètres de hauteur totale, je te l'ai dit, près de 140 pieds. Mais l'astuce est dans la répartition. Environ 27 mètres se dressent vers le ciel, presque 90 pieds de colonnes d'acier. Et 15 mètres de plus, près de 50 pieds, sont enterrés sous le sol. Oui, sous tes pieds. Parce qu'une machine qui pousse avec 80 000 tonnes ne peut pas reposer sur un sol normal. Elle le traverserait comme un couteau traverse le beurre. Il lui faut une fondation qui descend jusqu'à la roche. Un bloc de béton et d'acier aussi grand qu'un immeuble enfoncé à l'envers. Et le poids. La presse entière pèse environ 22 000 tonnes. Pour que tu te rendes compte, cela fait presque 49 millions de livres de fer immobiles qui attendent. Elle ne bouge pas. C'est le métal placé dessous qu'elle déplace. Sa construction a coûté plus de 1500 millions de yuan. Et quand elle a démarré, elle a arraché un record à l'Union soviétique qui tenait depuis plus de 50 ans. Un demi-siècle, personne n'avait fabriqué de machine plus puissante. Jusqu'à celle-ci. Maintenant, la vraie question. Pourquoi as-tu besoin d'un truc aussi brutal? Pourquoi ne pas fabriquer les pièces en morceaux et les souder ensuite? La réponse est la plus belle partie de toute cette histoire. Et presque personne ne la connaît. Pense au train d'atterrissage d'un gros avion. Cette jambe de métal qui sort quand il va toucher la piste. Quand un avion de ligne se pose avec tout son poids, cette jambe encaisse un choc énorme, encore et encore, des milliers de fois par an. Si elle avait une seule soudure, une seule jointure, une seule couture, c'est là qu'elle casserait. Ça casse toujours à la jonction. C'est pourquoi cette pièce ne peut pas être collée à partir de plusieurs morceaux. Elle doit être une seule pièce de métal, née d'un seul bloc, avec les fibres du matériau qui courent entières d'un bout à l'autre, sans interruption. Comme le veinage d'un arbre qui parcourt le tronc en entier. Et ça, tu ne l'obtiens qu'en forgeant. En écrasant un bloc géant de métal incandescent avec une force si bestiale que les molécules se réorganisent à l'intérieur, se resserrent, s'alignent. Le résultat est une pièce bien plus résistante que tout ce qui est fondu ou soudé. Les rouages invisibles de l'industrie lourde sont ceux-là, le train d'atterrissage d'un avion, les disques d'une turbine qui tournent au rouge dans un moteur, les coques de pression d'un sous-marin. Des pièces qui, si elles lâchent, tuent. Et c'est pour ça qu'elles doivent sortir d'une seule pièce, d'un seul écrasement. D'une machine comme celle-ci. Je te raconte comment se passe l'instant exact où cette machine travaille, parce qu'on dirait une forge de géant. D'abord, le métal, un lingot énorme de titane ou d'un superalliage qu'on a chauffé dans un four pendant des heures jusqu'à le rendre rouge, à plus de 1000 degrés Celsius, presque 2000 degrés Fahrenheit. À cette température, l'acier n'est plus dur, il est chaud et docile, prêt à être façonné.
On le sort du four avec des grues, parce qu'aucune petite machine ne pourrait même le soulever, et on le pose sur la table de la presse. Et alors le piston descend, lentement, sans bruit de marteau, sans étincelle de cinéma. Juste une pression silencieuse, patiente, impossible à arrêter. 80 000 tonnes qui poussent vers le bas. Et là, l'incroyable, cette machine peut prendre un bloc de titane d'un demi-mètre d'épaisseur, environ 20 pouces, et l'écraser jusqu'à une pièce d'à peine 5 cm, 2 pouces, d'une seule poussée, d'un coup. Le métal incandescent coule dans le moule, remplit chaque coin, copie chaque courbe. Et quand le piston remonte, la voilà, la jambe d'un avion, née d'un seul morceau de métal. Et maintenant, la question que tu te poses sûrement. Si les États-Unis et d'autres pays ont aussi des presses énormes, pourquoi celle-ci est-elle si spéciale? Bonne question. Faisons la comparaison. Le monstre le plus célèbre d'Occident est une presse américaine de 50 000 tonnes, une légende de l'industrie qui forge depuis des décennies des pièces pour avions militaires. 50 000 tonnes, ça paraît démesuré, et ça l'est. Mais en chiffres réels, ça fait environ 45 000 tonnes métriques, 100 millions de livres de force. Bestial, mais encore très loin des 80 000 tonnes de la chinoise. La différence n'est pas un détail. Chaque tonne de force en plus signifie que tu peux forger une pièce plus grande dans un alliage plus dur d'un seul coup. Et dans ce jeu, celui qui peut faire la plus grande pièce d'un seul coup gagne. Parce qu'il peut fabriquer des composants que l'autre doit couper, souder et prier pour que ça tienne. C'est pourquoi ces machines sont si rares. Sur toute la planète, il n'y a qu'une poignée de presses de cette catégorie. Il n'y en a pas dans chaque pays. En construire une coûte une fortune et des années de travail. Et la manier est un secret industriel que presque personne ne partage. Celui qui l'a tient la clé de l'aviation, de l'énergie nucléaire et de la flotte sous-marine. Celui qui ne l'a pas dépend de celui qui l'a. Et voilà le détail qui donne vraiment des frissons à un ingénieur. Une machine qui écrase avec 80 000 tonnes devrait être une bête maladroite, non? Eh bien non. Elle est d'une précision absurde. Quand cette force démesurée descend sur le métal, elle le fait contrôler au millimètre, réparti à l'égal pour que la pièce sorte parfaite, sans un seul défaut caché à l'intérieur. Parce qu'un défaut dans le train d'atterrissage d'un avion ne se voit pas, jusqu'au jour où il casse. Cette presse a forgé plus de 100 pièces différentes pour le grand avion de ligne chinois. Le train d'atterrissage, les longerons qui parcourent les ailes, les supports des moteurs, la queue. Des pièces que ce pays devait avant acheter à l'étranger et qu'il fabrique aujourd'hui seul, sous son propre toit. Voilà la vérité gênante derrière toute cette histoire. La puissance industrielle d'un pays ne se mesure pas seulement en bateaux ou en usines brillantes. Elle se mesure à s'il possède, ou non, une machine capable d'écraser le métal avec la force d'une ville. Parce que sans elle, les avions ne volent pas en sécurité, les sous-marins ne descendent pas au fond et les turbines ne tournent pas. Et seule une poignée de nations dans le monde peut dire qu'elle l'a dans sa cour. Alors dis-moi une chose en bas dans les commentaires. Savais-tu qu'une seule machine pouvait soutenir autant? Écris « Je le savais » ou « Je n'en avais aucune idée ». Et abonne-toi à Fabricavision, parce que la prochaine machine qu'on va ouvrir est encore plus monstrueuse que celle-ci. Qu'est-ce qui peut écraser du métal comme s'il s'agissait de pâtes à modeler tiède? Une machine dont la force dépasse le poids de villes entières. Sa pression équivaut à une armée d'éléphants d'acier, empilés les uns sur les autres. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi l'humanité a-t-elle créé un tel monstre capable de défier les lois de la physique? Le secret de cette presse est enfoui plus profondément encore que ses fondations, qui s'enfoncent dans le sol sur des dizaines de mètres. Et si vous regardez jusqu'au bout, vous découvrirez un fait qui bouleversera votre vision de l'industrie aéronautique et spatiale.
Mais qu'est-ce que cela représente réellement? 80 000 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 80 000 voitures de tourisme compressées en un seul point, ou de la pression qu'exercerait une armée entière d'éléphants gigantesques se tenant les uns sur les autres. Ce colosse d'acier, mis en service en 2013, est la presse de forgeage la plus puissante au monde, surpassant toutes les réalisations antérieures. C'est un véritable géant qui atteint la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Sa base s'enfonce profondément dans le sol, tandis que sa partie supérieure s'élance vers le ciel, tel un gratte-ciel industriel. On dirait une machine tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, elle est absolument réelle et accomplit chaque jour son travail extraordinaire. Cette presse est conçue pour l'estampage de pièces exceptionnellement volumineuses et complexes, essentielles au secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de l'énergie. Il peut s'agir d'immenses panneaux pour des fuselages de fusées, d'éléments massifs d'ailes ou de fuselages d'avions, de composants de turbines pour centrales électriques, ou encore d'équipements pour réacteurs. L'histoire de ces presses géantes constitue une véritable épopée, étroitement liée à l'époque de la guerre froide. C'est précisément lorsque les États-Unis et l'URSS se livraient une compétition acharnée pour la domination dans la course spatiale et l'industrie militaire qu'est apparue la nécessité de structures métalliques ultra résistantes et monoblocs. Les Américains furent les premiers à construire des presses d'une puissance de 50 000 tonnes, leur permettant de créer de grandes pièces aéronautiques sans soudure, ce qui améliorait considérablement la fiabilité. L'Union soviétique ne tarda pas à répliquer, en créant une presse encore plus puissante de 75 000 tonnes, devenue elle aussi une légende de la pensée ingénieuse. Ces titans de leur époque représentaient le summum des technologies métallurgiques, symbole de la supériorité technique et de la puissance industrielle des superpuissances. Il s'agissait de véritables monstres, capables de façonner le métal avec une force qui semblait presque impossible. Mais la presse chinoise moderne a battu tous ses records, surpassant même le géant soviétique. Elle est capable d'écraser le métal, avec une force littéralement surhumaine. Sous cette presse, des ébauches métalliques chauffées à blanc, dont la masse peut atteindre des centaines de tonnes, c'est comme plusieurs dizaines de camions compressés en un seul morceau de métal, s'aplatissent comme de la pâte à modeler molle. Le métal, chauffé jusqu'à briller d'un éclat rouge ou jaune, subit une pression incroyable. Il ne se déforme pas simplement. Il s'écoule sous l'action de cette force colossale, lentement mais inexorablement, pour prendre la forme souhaitée, préalablement conçue. Ce n'est pas de la coulée, c'est du forgage, un procédé qui renforce la structure du métal, le rendant plus dense et plus résistant que n'importe quelle pièce moulée. C'est précisément cette capacité, fabriquer des pièces forgées monoblocs de dimensions gigantesques, qui constitue l'avantage principal et la caractéristique déterminante de telles presses. Imaginez, vous pouvez obtenir une grande poutre pour l'aile d'un avion ou un élément de coque de réacteur sans la moindre soudure. Les soudures, aussi qualitatives soient-elles, représentent toujours des points de faiblesse potentiels dans les structures métalliques. Elles peuvent constituer des zones de concentration de contraintes, de fissures ou de corrosion. Dans les composants d'importance critique, où le prix de l'erreur peut être catastrophique, par exemple dans un avion à 10 000 mètres d'altitude ou dans une fusée spatiale, l'absence de soudure n'est pas simplement souhaitable, elle est absolument indispensable. Les pièces forgées monoblocs, formées sous une telle pression, possèdent une résistance inégalée, une structure homogène et une fiabilité maximale. Elles constituent le fondement pour la construction d'avions supersoniques, de fusées ultra-puissantes, de vaisseaux spatiaux et de réacteurs nucléaires sûrs. Pour installer une presse d'une telle puissance,
il a fallu construire non pas simplement des fondations, mais un véritable iceberg souterrain. La structure principale de la presse est enfouie profondément dans le sol, car les forces colossales qui s'exercent durant le forgeage génèrent des vibrations incroyables qu'il faut absorber. C'est comme bâtir les fondations d'un gratte-ciel, mais dans l'ordre inverse, en s'enfonçant dans les entrailles de la Terre sur des dizaines de mètres. L'installation même d'un tel équipement constitue une opération logistique plus complexe que le lancement d'une fusée spatiale. Les pièces de la presse arrivaient sur place par centaines, puis elles étaient assemblées sur site à l'aide de grues géantes et d'équipes d'ingénieurs qui travaillaient pendant des années. Par ailleurs, la force d'une presse de 80 000 tonnes ne représente pas simplement une pression, mais une transformation contrôlée du matériau au niveau microscopique. Sous une telle influence, la structure cristalline du métal se modifie. Les grains deviennent plus fins et plus denses, ce qui lui confère des propriétés mécaniques exceptionnelles. C'est comme améliorer le métal jusqu'à son niveau maximal. Il est également intéressant de noter que le fonctionnement d'un tel géant nécessite une quantité colossale d'énergie. Ce n'est pas simplement brancher une prise. Pour assurer le fonctionnement des pompes hydrauliques et maintenir une pression stable, il faut une centrale électrique puissante. Les systèmes de refroidissement, qui évacuent la chaleur du fluide hydraulique, sont tout aussi essentiels, car sous de telles charges, l'huile peut monter considérablement en température. Il s'agit d'un véritable écosystème d'ingénierie, où chaque élément joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'ensemble du système. Comme nous l'avons évoqué précédemment, plutôt que de souder de nombreuses petites plaques métalliques, la presse permet de créer une part importante de l'enveloppe à partir d'un seul bloc de métal. Cela rend la structure plus légère, plus résistante et davantage capable de supporter la fatigue des matériaux. Bien que la presse ne façonne pas les petites aubes de turbines, elle peut former de grands éléments de carter de turboréacteurs, capables de résister à des pressions et températures élevées. Au-delà du secteur aérospatial, où chaque kilogramme de poids et chaque millimètre de fissure peuvent avoir des conséquences catastrophiques, cette presse forge également des composants pour l'énergie nucléaire et thermique. Il peut s'agir de couvercles et d'enceintes ultra résistants pour les réacteurs, d'éléments de turbine, de générateurs et d'autres équipements fonctionnant sous pression extrême, à haute température et en milieu radioactif. Ici, l'intégrité et l'absence de défauts ne sont pas simplement une question d'efficacité, mais une question de sécurité pour des régions entières. On y fabrique également des arbres et des rotors pour les grands navires et les machines industrielles. Les installations de turbines géantes sur les navires de haute mer ou dans le secteur énergétique nécessitent des arbres ultra résistants, capables de supporter d'énormes couples de rotation et des charges de torsion colossales. Les pièces forgées produites sous une telle presse sont parfaitement adaptées à ces usages. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine ? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention.
un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond ? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de super-alliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche. Impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois,
plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cent. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable. Chaque année, des centaines de plateformes pétrolières offshore sont installées à travers le monde, pesant plusieurs fois le poids de la tour Eiffel. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui soutient toute cette masse colossale lors du montage en plein océan déchaîné ? Tout repose sur une seule pièce. Une unique microfissure invisible de 0,5 mm peut provoquer une catastrophe chiffrée en milliards d'euros. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret ultime des métallurgistes. Comment, à partir d'acier en fusion à 2100 degrés, on forge des monstres géants capables de soulever 10 000 tonnes. Et quels détails critiques les fabricants de grues maritimes dissimulent pour éviter l'effondrement. Prêt pour une immersion totale ? C'est parti !
La fabrication des crochets de grue géants débute par la préparation rigoureuse de la matière première dans des ateliers métallurgiques spécialisés. On y travaille un acier de construction de haute qualité dont la teneur en carbone ne dépasse pas 1%, tandis que les ajouts de chrome jusqu'à 2% et de molybdène jusqu'à 0,5% garantissent une résistance à la traction supérieure à 1000 mégapascales et une excellente ténacité au choc. Ces éléments ne sont pas choisis au hasard. Le chrome assure la résistance à la corrosion en milieu marin et le molybdène prévient la fragilité aux basses températures. La matière première arrive sous forme de briquettes ou de lingots de 20 tonnes, chargés dans de puissants fours à arc électrique d'une capacité de 200 tonnes. Ces installations ressemblent à d'immenses cuves de 10 mètres de hauteur, équipées d'électrodes en graphite de 600 mm de diamètre. Lors de l'injection d'un courant atteignant 100 000 A, un arc d'un demi-mètre se forme et fait fondre le métal jusqu'à 2100 degrés Celsius. Le four pivote pour assurer un mélange homogène, tandis que les gaz sont évacués par de puissants filtres. Le processus de refonte dure 4 à 5 heures, pendant lesquelles le métal est purifié des impuretés par évaporation sous vide et soufflage à l'argon. Le métal en fusion, d'un jaune éclatant, est coulé dans des poches revêtues de briques réfractaires. La température en sortie avoisine 1650 degrés. La poche est soulevée par des grues et transportée vers la ligne de coulée. Là se trouvent des moules, d'imposantes structures en acier pesant jusqu'à 200 tonnes, garnies d'un mélange sable-argile ou d'un revêtement métallique. Ces moules de 50 mètres de long sur 5 mètres de large sont déjà préparés en tenant compte d'un retrait du métal de 2%. La coulée s'effectue selon un angle de 45 degrés pour éviter les poches d'air. Le métal liquide, en un jet d'un demi-mètre de large, remplit le premier moule en 15 minutes. Ensuite, le moule est fermé par un couvercle et placé dans une zone de refroidissement contrôlée. La croissance maximale s'effectue durant les 24 premières heures, jusqu'à 800 degrés, puis les 2 jours suivants jusqu'à 200 degrés, tandis que le refroidissement complet à température ambiante s'étale sur une semaine. Des capteurs surveillant les gradients de température à 10 cm de profondeur, pour éviter les contraintes thermiques susceptibles de provoquer des fissures. Durant le refroidissement, le métal cristallise en une structure austénitique brute qui sera ultérieurement optimisée par traitement thermique. Des ouvriers en combinaison de protection supervisent le processus à travers des panneaux vitrés, tandis que l'automatisation enregistre des milliers de paramètres. L'ébauche finale pèse entre 100 et 200 tonnes, mesure jusqu'à 12 mètres de long et jusqu'à 2 mètres de diamètre à la base. Elles sont extraites du moule par des grues d'une capacité de 300 tonnes et préparées pour l'étape suivante, le forgeage. Une fois le long refroidissement terminé, la pièce métallique de 100 à 200 tonnes est extraite du moule par de puissantes grues et transportée vers l'atelier de forge, un vaste espace de 2000 mètres carrés, sous une voûte de 25 mètres de hauteur. Là se dressent des presses hydrauliques d'une puissance allant jusqu'à 50 000 tonnes, des machines générant une pression de plusieurs millions de pascals. La pièce est découpée en sections de 6 à 8 mètres de longueur et chauffée dans des fours à gaz jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal prend une couleur rouge vif et devient malléable. Des ouvriers en combinaison thermique, à l'aide de pinces magnétiques, placent la section sous la presse. Première étape, la déformation brute. La presse descend avec une force pouvant atteindre 10 000 tonnes, comprimant le métal de 20 à 30% en un seul cycle. Chaque impact dure quelques secondes, transformant progressivement les contours cylindriques en ébauches de crochets. Vient ensuite le forgeage intermédiaire. Le métal est étiré,
On y forme des ouvertures pour des câbles pouvant atteindre 60 cm de diamètre, ainsi que des anneaux d'une épaisseur de 15 cm. Les presses sont équipées de matrices complexes en acier haute résistance qui reproduisent la géométrie exacte du futur crochet. Le nombre total de cycles de forgeage atteint 50 par section, avec des interruptions pour un nouveau chauffage toutes les 10 à 50 minutes. L'étape finale consiste en l'usinage de précision de la partie active. Le diamètre de l'arceau principal du crochet atteint 1 mètre, l'épaisseur des parois 30 cm, le rayon de courbure 2,50 m. Les matrices de la presse travaillent avec une précision d'1 mm, créant nervures de renfort et brides. Après chaque frappe, un nettoyage à l'air comprimé sous 6 bars élimine les oxydes. Le moment clé, le traitement thermique. Le crochet est placé dans des fours de revenus, à 650 degrés pendant 20 heures. Cette opération élimine les tensions internes et optimise la ténacité au choc. Vient ensuite l'usinage mécanique sur fraiseuse. Et maintenant, le plus fascinant, le contrôle par ultrasons. Chaque crochet est examiné pour détecter d'éventuelles fissures cachées. Les capteurs scannent le métal par onde à 5 MHz, révélant des défauts à partir de 0,5 mm. Si une seule microfissure est détectée, la pièce est rejetée. C'est la norme de sécurité pour les grues offshore, où un crochet supporte des charges allant jusqu'à 10 000 tonnes à 2 mètres de profondeur. Observez comment les opérateurs manœuvrent ces mastodontes. Tout autour, des grues de 200 tonnes de capacité déplacent les ébauches entre les ateliers. L'usine produit jusqu'à 20 crochets par an, chacun valant des millions d'euros. Ils équipent les grues de sociétés comme Herema ou Saipem pour l'installation de plateformes pétrolières en mer du Nord. Ces crochets sont testés dans des bassins d'eau salée, simulant les conditions marines. Ils sont chargés jusqu'à 120% de leur capacité nominale. Et le métal tient bon. La surface reçoit une couche époxy de 200 microns pour la protéger de la corrosion. L'acier pour ces pièces provient de Scandinavie, où il est fondu dans des fours sous vide. La logistique est impressionnante. Les ébauches pèsent 100 tonnes chacune et sont acheminées par barge. L'usine emploie 200 spécialistes, des métallurgistes aux ingénieurs. Voici ce crochet en cours de finition. On le peint, on grave son numéro de série et on le prépare pour l'expédition. Il partira vers une plateforme où il soulèvera une section de 8000 tonnes. Si vous voyez comment cela se passe en mer, les vagues qui frappent, le vent qui siffle et le crochet qui tient tout. Et ma chaîne tient grâce à vos abonnements. Le parc mondial de grues offshore dépasse 4000 unités, dont environ 1200 sont des navires flottants capables de soulever plus de 5000 tonnes. Les crochets de grues pour de telles machines demeurent rares en raison du nombre limité d'usines spécialisées. En Europe, ce sont principalement des entreprises aux Pays-Bas, en Norvège et en Allemagne, où la capacité de production totale atteint quelques unités par an. Chaque heure, partout dans le monde, des machines pesant des dizaines de tonnes travaillent sans droit à l'erreur. Mais que diriez-vous si je vous apprenais que leur fiabilité ne repose pas sur une épaisse couche d'acier, mais sur une pellicule invisible, plus fine qu'un ongle, sans flamme, sans four, sans contact. Dans un immense atelier, une roue dentée froide, haute comme un immeuble, rougit en quelques secondes à peine, comme si un volcan s'éveillait en son cœur. Des champs magnétiques comprimant les atomes, le métal s'embrase, puis choc glacé de l'eau. Pourquoi la surface chauffée à blanc devient-elle quasi indestructible, tandis que le noyau reste souple et vivant? Et surtout, quelle erreur fatale commettent ceux qui croient que l'acier ne se trempe que dans les fours? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez le secret de cette armure invisible, sans laquelle le monde moderne s'arrêterait net.
Le processus de trempe par induction des grandes roues dentées, dont le diamètre varie souvent de 2 à 4 mètres, constitue un exemple idéal d'une telle stratégie. Une fois terminées les étapes de forgeage et d'usinage préliminaire, les dents des grands réducteurs sont soumises à un durcissement localisé. La difficulté principale consiste à ne chauffer qu'une mince zone externe du métal, sans transmettre un excès de chaleur à l'intérieur de la pièce. Cela s'obtient grâce à l'utilisation de courants à haute fréquence. Un inducteur spécial, dont la forme épouse précisément le profil de la dent, crée autour du métal un puissant champ magnétique alternatif. Ce champ génère à l'intérieur de l'acier des courants de Foucault qui, par la résistance électrique du matériau, portent instantanément la surface à la température critique, généralement de 900 degrés Celsius. Le processus commence dans un immense atelier où flottent des odeurs de métal chauffé et d'ozone. Au milieu de la salle se dresse une machine qui ressemble à une plateforme de lancement de fusée spatiale. Une grue colossale y installe une pièce. Imaginez une roue dentée de 4 mètres et demi de diamètre, comme 2 basketteurs de grande taille l'un sur l'autre. Une telle pièce peut peser 68 tonnes, soit l'équivalent de 3 éléphants adultes. Elle est froide, grise, et paraît aussi immuable qu'un rocher. L'outil principal dans ce processus, l'inducteur. Ce n'est ni une flamme, ni un four. Il ressemble à un tube de cuivre incurvé qui épouse parfaitement la courbure d'une dent de l'engrenage. Lorsque le travail commence, l'inducteur descend lentement vers le métal, sans jamais le toucher. Entre eux subsiste un interstice minuscule, de quelques dixièmes de pouce à peine. C'est alors que l'électricité entre en jeu. Il ne s'agit pas du simple courant qui alimente une ampoule, mais d'ondes d'une puissance inouïe qui parcourent le tube de cuivre dans les deux sens des milliers de fois par seconde. C'est là que commence le spectacle le plus fascinant, visible à l'œil nu. Bien que l'inducteur ne touche pas la dent, le fer qu'elle contient commence à ressentir les mains invisibles du champ magnétique. Ses mains se mettent à secouer très rapidement les minuscules particules à l'intérieur du métal, les atomes. Sous l'effet de ce mouvement frénétique, le fer chauffe en quelques secondes à peine. La dent grise vire d'abord au rouge cerise foncé, puis au rouge vif, et enfin à l'orange aveuglant, chauffant jusqu'à près de 700 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave en fusion qui s'écoule d'un volcan. Mais le miracle réside en ceci. Seule une fine peau, à la surface de la dent, monte en température, tandis que le cœur demeure paisible et frais. Lorsque le métal atteint la couleur voulue, l'automatisme coupe instantanément le chauffage invisible. Au même instant, une puissante douche d'eau froide se déverse sur la dent brûlante. Un sifflement retentit, des nuages de vapeur blanche s'élèvent tout autour comme dans un sauna, et l'eau éclate en millions de gouttelettes. C'est ce que l'on appelle la trempe. Parce que nous avons refroidi très vite la surface chaude, les particules de fer n'ont pas le temps de retrouver leur état habituel. Elles gèlent dans une structure très tendue, très dense, que les scientifiques nomment martensite. Désormais, cette surface est devenue si dure qu'on peut la frapper au marteau sans y laisser la moindre égratignure. Elle est devenue résistante comme la carapace d'une tortue. Lorsque la vapeur se dissipe, nous constatons que la dent a retrouvé sa teinte grise, mais elle arbore désormais une texture mate et noble. Si nous sexions une telle pièce, opération particulièrement ardue, nous distinguons une ligne nette. En surface, une couche de quelques dixièmes de pouce, dure comme la pierre. En dessous, de l'acier ordinaire, ductile, capable de fléchir et de résister au choc. Un mariage idéal. La croûte durcie préserve les dents de l'usure lorsqu'elles s'affrontent sous des milliers de livres de pression,
tandis que le cœur souple garantit que la pièce ne se brisera pas sous les vibrations ou un coup brutal. La trempe traditionnelle en four d'une grande pièce peut durer de 10 à 20 heures, le temps de chauffer toute la masse métallique. La trempe par induction d'une seule dent ou d'une portion d'arbre se réalise en 30 à 120 secondes. Cela accroît la productivité globale de l'usine de 50%, voire davantage. De plus, puisque seule une mince surface est chauffée, la déformation de la pièce reste quasi nulle. Les déformations après trempe par induction sont généralement 2 à 3 fois plus faibles qu'après chauffage au four, ce qui permet de consacrer beaucoup moins de temps au meulage final de la pièce. Cette technologie s'impose partout où œuvrent les géants. Grâce à elle, les rails sur lesquels roulent chaque jour de lourds trains ne se réduisent pas en poussière sous les roues d'acier. Les arbres des immenses turbines des centrales électriques peuvent tourner pendant des années sans interruption, conservant leur forme intacte. Même les chenilles des chars ou des gros bulldozers passent par cette douche électrique pour que pierres et sables ne puissent les endommager. Cela permet aux machines colossales de fonctionner pendant des décennies, construisant des routes, extrayant du charbon ou créant de l'énergie propre à partir du vent. Sans cette armure invisible, tout notre monde moderne de la technique s'effondrerait simplement sous son propre poids. Le champ d'application d'une telle technologie englobe tous les composants soumis à des conditions extrêmes. Cela concerne les essieux de locomotives, où une résistance à des pressions colossales s'impose, les arbres de turbines de centrales électriques et les chenilles d'engins de chantier lourds. Par exemple, dans les réducteurs géants d'éoliennes offshore ou dans les mécanismes de pelles mécaniques de carrière, les dents d'engrenage doivent fonctionner pendant des années, sous des charges de milliers de livres par pouce carré. Sans cette carapace résistante à l'usure, le métal s'userait en quelques mois à peine. Ainsi, la trempe par induction transforme l'acier forgé ordinaire en une véritable armure high-tech, garantissant la fiabilité d'ouvrages d'ingénierie à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fabrique la plus grande clé à écrou du monde. Un outil de plusieurs mètres de long, pesant des centaines de kilos, capable de serrer des écrous destinés aux machines géantes et aux structures industrielles colossales. Une clé aussi imposante est indispensable pour le montage et l'entretien de boulonnages titanesques. Sans elle, l'assemblage de machines lourdes serait tout simplement impossible. Nous allons découvrir ensemble tout le processus de fabrication. Depuis l'ébauche massive en acier chrome-molybdène jusqu'à l'outil fini d'une précision remarquable, capable de résister à des contraintes extraordinaires. Je pénètre sur le site de l'usine métallurgique et je comprends immédiatement qu'ici, on travaille à des échelles titanesques. Tout autour, le grondement des ponts roulants, l'odeur de l'acier brûlant et le fracas des marteaux qu'on ressent jusque dans la poitrine. Le maître forgeron m'accueille. Un homme de haute stature, les mains marquées par les projets précédents, le regard scrutant chaque mouvement. Il me montre une pièce massive, un bloc d'acier chrome-molybdène de plus de 3 mètres de long, près d'1 demi-mètre d'épaisseur, pesant plusieurs tonnes. Cette pièce colossale deviendra la base de la plus grande clé à molette du monde. Elle impressionne déjà par elle-même. Même à 1 mètre de distance, on perçoit son poids, son ampleur et sa puissance potentielle. Le processus débute par la chauffe. La pièce est placée dans un four, immense comme une petite pièce, et la température monte progressivement jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal vire au rouge, presque fluide, et lorsque le forgeron le frappe de son marteau, on entend un choc sourd, profond. Le rythme est crucial. Trop vite et le métal peut se fissurer. Trop lent
et il refroidit en durcissant. Il faut travailler avec précision, et l'équipe de forgerons le sait par cœur. L'un maintient la pièce en place, le second frappe au marteau, le troisième contrôle la température et la forme du métal. Chaque geste est affiné par des années de pratique, et la moindre erreur peut compromettre tout le travail. Lorsque la pièce devient malléable, commence le forgeage grossier. On utilise d'énormes marteaux de plusieurs centaines de kilos, manipulés par des ponts roulants. Coupe après coup, le métal est étiré et élargi, prenant peu à peu la forme de la future clé. On distingue déjà l'emplacement du manche et celui de l'ouverture destinée à l'écrou. Le processus s'étale sur plusieurs jours, car le métal refroidit progressivement et doit être constamment réchauffé pour éviter tension interne et fissures. Vient ensuite le forgeage de précision. Les forgerons travaillent avec des marteaux plus légers et des matrices spéciales. L'ouverture de travail est ajustée aux dimensions exactes de l'écrou. Le manche est étiré jusqu'à obtenir la longueur et l'épaisseur requises. Chaque coup compte. Une fraction de millimètre de décalage peut compromettre l'outil. Le contrôle est permanent. Les maîtres utilisent des gabarits de plus de 2 mètres de long, des règles pour l'épaisseur, des équerres pour vérifier la planéité. L'équipe fonctionne comme un seul mécanisme. L'un frappe, le deuxième contrôle la forme. Le troisième veille à ce que le métal ne surchauffe pas. Suit le traitement thermique. La clé est chauffée à 1000 degrés, puis refroidie brutalement dans d'immenses bains d'huile. Cela rend le métal dur et résistant, mais aussi fragile, d'où un revenu immédiat. Un réchauffage à plusieurs centaines de degrés, suivi d'un refroidissement progressif. Le métal obtient ainsi l'équilibre optimal entre rigidité et souplesse. Durant ce processus, le métal respire littéralement. On le voit changer de couleur, de forme, et devenir capable de supporter des charges incroyables. La fabrication d'une clé géante de ce type prend plusieurs semaines, parfois 3 à 4 semaines, selon la complexité de la commande et les dimensions de la clé. La majeure partie du temps est consacrée au chauffage et au forgeage grossier du métal, qui s'effectuent par étapes, avec des réchauffements et refroidissements successifs, afin d'éviter les fissures. Après le traitement thermique commence le ponçage et le polissage. Les forgerons utilisent de grandes meules abrasives et des fraises pour donner à la clé une surface lisse et des dimensions précises. Le manche est poli, l'ouverture de travail ajustée à l'écrou, chaque millimètre vérifié selon des gabarits. C'est impressionnant de voir combien de temps est consacré à des détails qui semblent imperceptibles au premier abord. Ici, ce n'est pas seulement la précision qui compte, mais aussi la rigueur de chaque geste. C'est d'elle que dépendent la fiabilité de l'outil et la sécurité du futur utilisateur. Une fois la clé terminée, on la transfère sur un banc d'essai. Elle est vissée sur des boulons géants et l'on observe en direct comment le métal réagit à des charges colossales. Les ingénieurs contrôlent les déformations, mesurent les flexions et les fissures, tandis que je me tiens à côté, incapable de détacher mon regard de ce morceau de métal qui se transforme en un outil puissant et maîtrisé. Ici, on ressent l'ampleur du travail industriel, de la température du four au coup de marteau jusqu'à la précision du polissage. À l'étape finale, les artisans appliquent un revêtement protecteur pour préserver le métal de la corrosion. Et le manche est peint d'une peinture spéciale pour faciliter le travail. À cette dernière étape de fabrication de la clé à écrou géante, les artisans passent à ce qui semble en apparence simple, mais qui constitue en réalité une partie cruciale du processus, la protection du métal et la préparation de l'outil à son utilisation. Après des semaines de forgeage, de chauffage, de polissage et de lustrage, le métal reste encore vulnérable aux facteurs extérieurs. L'air, l'humidité, même les résidus d'huile laissés par les mains peuvent provoquer la corrosion. Et pour un outil de cette envergure, cela signifierait un risque de fissure, de déformation et de perte de précision. Les artisans commencent par appliquer un revêtement protecteur spécial sur l'ensemble du corps métallique de la clé.
Il ne s'agit pas d'une simple peinture. On utilise des liquides et vernis anticorrosion spéciaux qui pénètrent dans les micropores de l'acier et forment un film protecteur résistant. Ils travaillent au pinceau et au pulvérisateur, veillant à ce que la couche soit uniforme sur toute la surface, y compris les parties internes de l'ouverture de travail et les zones difficiles d'accès du manche. Si le revêtement est appliqué de manière inégale ou présente des lacunes, c'est précisément là que la corrosion pourrait s'amorcer à l'avenir, mettant en péril tout ce travail colossal. Après l'application de la couche protectrice, le manche de l'outil est peint avec une peinture spéciale pour faciliter le travail. Elle ne se contente pas de rendre la clé esthétiquement plaisante. La peinture est destinée à améliorer la prise en main, à empêcher les mains de glisser et à protéger la surface des rayures et de la saleté lors de l'utilisation. Pour des clés de cette taille, on utilise une peinture qui résiste aux fortes contraintes mécaniques, aux variations brutales de température et au contact avec les graisses et huiles utilisées dans les usines. Après la mise en peinture, les artisans laissent le revêtement sécher naturellement, puis en vérifient l'uniformité. Cette étape peut sembler décorative au premier abord, mais elle est en réalité d'une importance cruciale. De sa qualité dépendent la longévité de la clé, la sécurité du travail et la précision du serrage d'écrous gigantesques. Ce n'est qu'une fois cette étape achevée que l'outil peut être considéré comme entièrement prêt. Durant cette visite, je n'ai cessé de m'émerveiller devant la façon dont le métal, entre les mains de l'homme, se transforme en un outil capable de serrer des écrous de plusieurs centaines de kilos, tout en conservant précision et maniabilité. Si vous souhaitez découvrir d'autres processus de ce type, abonnez-vous à la chaîne. J'y montre comment on fabrique et répare des objets gigantesques qu'on ne voit que rarement, même dans les grandes usines, et les observer en direct est bien plus captivant que sur un écran. Cette benne soulève d'un coup plusieurs tonnes de roches, le poids de plusieurs voitures. Elle mord dans le granit dur avec une aisance déconcertante, comme s'il s'agissait de sable, et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous une chaleur d'enfer comme dans un froid glacial. Ce n'est pas un simple morceau de ferraille, c'est le poing blindé d'une pelle de mine géante, un sommet de l'ingénierie, conçu dans un seul but, détruire et charger. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'enfer industriel, dans l'usine où ces monstres indestructibles naissent de plaques d'acier plates et sans âme. L'histoire de la façon dont le feu, la pression et une précision inouïe transforment le métal en un outil capable de déplacer des montagnes. Tout commence dans un immense entrepôt à ciel ouvert, où reposent de véritables plaques d'acier. Oubliez la simple tôle fine. Ce qui se trouve ici, c'est du blindage. Des plaques d'acier spéciales résistant à l'usure, comme le Hardox ou ses équivalents, épaissent de 10, parfois 15 cm. Une seule de ces plaques peut peser plus de 10 tonnes. Ce n'est pas du simple fer. C'est un alliage complexe contenant du manganèse qui lui confère une dureté extraordinaire et du chrome qui le protège de la corrosion. Cet acier possède une propriété unique. Plus on le frappe, plus sa surface durcit. Un pont roulant géant muni de puissants aimants saisit l'une de ces plaques et la dépose dans un fracas assourdissant sur une table de découpe. Point de départ de notre chaîne de fabrication. Et voilà que commence le premier spectacle de feu, la découpe. Une immense potence surplombe la tôle, le long de laquelle se déplace en sifflant un chalumeau à plasma. À l'intérieur, une buse d'où jaillit sous une pression colossale un jet de gaz ionisé, chauffé à plus de 20 000 degrés Celsius. C'est comme un éclair apprivoisé.
Le jet aveuglant pénètre sans effort dans l'épaisseur de l'acier de 50 cm et entame sa danse. Guidé par ordinateur, il découpe avec une précision millimétrique dans la tôle plane tous les éléments du futur godet. Les parois latérales, appelées joues, la paroi arrière incurvée, le fond et le massif tranchant avant. L'espace se remplit d'un grondement, d'une odeur d'ozone et d'une lumière aveuglante, tandis que sous le chalumeau jaillit une gerbe de métal en fusion qui évoque un feu d'artifice. Nous avons maintenant un ensemble de pièces d'armure plates et tranchantes comme des rasoirs. Mais le godet possède une forme complexe et incurvée. L'heure est venue de démontrer une puissance pure et silencieuse. Les ébauches plates sont envoyées sous la presse hydraulique. Ce n'est pas un marteau qui frappe. C'est une machine gigantesque qui librement, mais avec une force inexorable de milliers de tonnes, fait descendre son poinçon. Le pont roulant présente la paroi arrière plane et la presse, en l'appliquant contre une matrice arrondie, la plie complètement, centimètre par centimètre, lui conférant sa forme semi-circulaire caractéristique. Le métal ne se brise pas, il gémit, craque, mais se soumet à cette force colossale, changeant de forme pour toujours. Lorsque toutes les pièces ont reçu les courbures nécessaires, commence l'étape la plus délicate, semblable au travail d'un chirurgien, la soudure. Il ne s'agit pas simplement d'assembler des morceaux, c'est créer un organisme monolithique, indestructible. Les éléments sont réunis dans un gabarit spécial, tel un gigantesque puzzle tridimensionnel qui les maintient dans une position parfaitement exacte. Et les soudeurs entrent en scène. Ce sont les véritables élites de l'usine. Vêtus de combinaisons ignifugées et de masques, ils commencent à joindre ces épaisses plaques. Cela ne se fait pas en une seule passe. Pour souder 2 morceaux d'acier de 50 cm, il faut effectuer des dizaines de passes, déposant le métal couche après couche. C'est ce qu'on appelle le soudage multipasse. Chaque cordon est soigneusement nettoyé du laitier avant d'appliquer le suivant. L'arc brûle avec une luminosité incroyable et le métal en fusion coule comme de la lave, unissant à jamais les parties séparées. Chaque soudure importante, une fois terminée, est contrôlée par ultrasons afin de s'assurer de l'absence de fissures ou de cavités cachées. Mais l'élément le plus emblématique du godet, c'est son sourire, ses dents. Elles ne sont pas fabriquées dans le même acier que la caisse. Les dents sont des pièces moulées distinctes, réalisées dans un alliage encore plus résistant, à base de manganèse. Leur forme complexe leur permet de mordre facilement dans la roche, tout en s'auto-affûtant durant le travail. Elles ne sont pas simplement soudées, elles se fixent au bord d'attaque massif coulé d'une seule pièce, grâce à un système spécial de verrous et de goupilles. Cela permet, lorsqu'une dent se brise ou s'use après des centaines d'heures de travail en carrière, que l'opérateur de la pelleteuse puisse chasser quelques goupilles et la remplacer directement sur place en quelques minutes. Lorsque le corps principal est assemblé, on commence à le renforcer avec un blindage supplémentaire. C'est ce processus qui transforme une simple benne robuste en véritable char d'assaut. Sur les parois latérales, les joues, on soude des plaques de protection additionnelles. Le fond, qui est la partie la plus exposée, est renforcé par des bandes spéciales résistantes à l'usure, appelées patins. Toutes les zones critiques sont recouvertes de couches de blindage supplémentaires. Cela rend la benne encore plus lourde, mais aussi infiniment plus durable. Une fois toutes ces soudures effectuées, notre benne forme un ensemble monolithique. Mais à l'intérieur,
Comme dans un ouvrier épuisé, se sont accumulées d'énormes tensions internes. Si on la laissait en l'état, elle pourrait se fissurer sous un choc violent. Elle attend donc une ultime cure thermale, le revenu. Une grue gigantesque soulève délicatement toute la benne de plusieurs tonnes et la place dans un four immense. Les portes se referment et la température s'élève lentement jusqu'à environ 600 degrés Celsius. La benne se repose dans cette chaleur pendant plusieurs heures. Ce processus permet au réseau cristallin du métal de se détendre et d'évacuer toutes les tensions, rendant l'ensemble de la structure plus solide et plus résistante au choc. Après le four et le refroidissement libre, vient le temps du travail de précision. Sur la partie supérieure du godet se trouvent des oreilles spéciales, d'imposants anneaux de levage par lesquels il sera fixé à la flèche de la pelle. Les trous doivent être parfaitement coaxiaux et avoir un diamètre exact. Le godet est donc installé sur une alaiseuse géante. Une énorme fraise, pilotée par ordinateur, alaise ses ouvertures au centième de millimètre près, jusqu'à la dimension idéale. Et la touche finale. Prêt mais encore recouvert de calamine et de traces de soudure, le godet est envoyé dans une chambre de grenaillage. Là, il est bombardé de toutes parts par des millions de minuscules billes d'acier qui chassent toute la rouille et la saleté, créant une surface parfaitement propre et rugueuse. Puis on le peint dans une couleur vive de la marque, jaune, rouge ou orange. Cette peinture n'est pas là pour faire joli. C'est une couche épaisse et résistante qui protège le métal de la corrosion. Et voilà qu'au bout de ce long chemin bruyant et brûlant, naît ce monstre d'acier. Il est lourd, brutal et semble indestructible. Il est prêt à partir dans la carrière pour commencer son dur labeur, en silence, jour après jour, déplacer des montagnes. Et vous pouvez faire bouger ma chaîne avec votre abonnement et un beau commentaire.